Se réveiller sans direction, c'est comme lâcher la barre en pleine tempête. Peu importe à quel point tu as bien dormi, si en ouvrant les yeux tu ne sais pas qui commande dans ton esprit, tu as déjà commencé à perdre. Le bruit du monde n'attend pas. Il t'attaque dès que tu te réveilles. Des nouvelles inutiles, des comparaisons absurdes, des tâches en suspens qui ne finissent jamais, des gens qui exigent sans comprendre ce que tu portes. Et si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas construit une armure interne avant de sortir sur le terrain, ce ne sera pas le monde qui te détruira. Ce sera toi qui te rendras sans résistance. Beaucoup commencent la journée sans se poser de questions, sans prendre le temps de décider quel type de présence ils veulent avoir dans leur propre vie. Ils laissent la première pensée les entraîner, le premier message dicter leur humeur, la hâte kidnapper leur volonté. Et ce désordre mental se transforme en anxiété, en fatigue émotionnelle, en un sentiment de vivre sans vivre. Le matin devient un champ de mine quand il n'est pas conçu avec intention. Cette vidéo commence là où tout change, dès la première minute de la journée. Ici, il ne s'agit pas de théories vides ni de phrases inspirantes. Ce que tu vas entendre, ce sont des principes stoïciens appliqués à la vie réelle. Des pratiques simples mais puissantes. Des actions concrètes qui t'apprennent à construire le calme avant le bruit, le contrôle avant le chaos et la direction avant de bouger. Parce que ce n'est pas un hasard si ceux qui dirigent leur journée avec discipline et clarté ne se brisent pas sous la pression externe. Ils s'élèvent au-dessus d'elle, restent jusqu'à la fin. Ce n'est pas une vidéo pour te sentir motivé un moment. C'est un guide pour créer des matins qui te préparent de l'intérieur, qui forgent ton tempérament et renforcent ton caractère. Nous allons construire dès le matin la version la plus solide de toi. 1. Honorer chaque matin ce que tu possèdes déjà. Un guerrier ne va pas au combat sans reconnaître ses armes. Et toi, chaque matin, tu te réveilles avec un arsenal que tu ignores. La vie, le corps que tu habites, les opportunités invisibles qui attendent ton regard, les liens qui te soutiennent, même les batailles surmontées qui ont laissé des cicatrices, mais aussi de la force. Honorer ce que tu possèdes déjà, c'est regarder cet arsenal avec respect avant de bouger. Car celui qui ne remercie pas ce qu'il a le transforme en poids mort. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait, ni de répéter des phrases vides. C'est une décision consciente de ne pas commencer la journée par le manque, mais par la reconnaissance. Le stoïcisme n'a jamais parlé de chercher le bonheur à l'extérieur. Sénèque l'a bien dit, l'essentiel est déjà en toi. Il ne faut pas aller le chercher, il faut le réveiller. Lorsque ta première pensée de la journée est une plainte ou une urgence, tu conditionnes déjà ton esprit à se concentrer sur ce qui manque. Et un esprit entraîné à détecter les manques voit des problèmes même dans l'abondance. C'est pourquoi la première chose à cultiver chaque matin est une pause silencieuse pour observer et reconnaître ce qui reste. Le toit qui te couvre, l'esprit qui pense, le corps qui ressent, les leçons que tu as déjà intégrées. Tout cela t'appartient déjà. Ce que tu en fais dépend de toi. Beaucoup se lèvent en regardant ce qu'ils n'ont pas. Ils voient le téléphone, ils voient les réseaux, ils voient ce que les autres montrent et sentent que leur vie n'est pas à la hauteur. Et là commence la défaite. Avant même de s'habiller, ils se sentent déjà moins. Avant de parler, ils se sont déjà comparés. Avant d'agir, ils se sont déjà sabotés. Tout cela parce qu'ils ne prennent pas un moment pour remercier ce qui est déjà là. La gratitude stoïcienne n'est pas un exercice superficiel, c'est une stratégie de guerre mentale. C'est reconnaître que même si le monde ne change pas, ton attitude peut le faire. Et cette attitude a le pouvoir de transformer la façon dont tu perçois et affrontes ce qui vient. Honorer ce que tu possèdes déjà ne signifie pas le conformisme. C'est avoir une clarté sur ton point de départ. Lorsque tu reconnais ce que tu as, tu utilises mieux tes ressources. Lorsque tu comprends que tu es aujourd'hui plus fort qu'hier, que tu as survécu à des choses qui t'auraient brisé auparavant, que tu as des outils que d'autres donneraient tout pour avoir, alors tu te tiens dans la journée avec une autre posture. Tu ne traînes pas les pieds, tu marches avec direction. Tu ne te lamentes pas, tu avances.
Parce que tu sais déjà que tu ne pars pas du vide, mais d'une base construite avec effort, avec douleur, avec histoire. Cette habitude n'a pas besoin de rituels compliqués. Il suffit d'un moment de présence avant de regarder n'importe quel écran, avant d'écouter n'importe quelle voix extérieure. Demande-toi en silence, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je n'avais peut-être pas hier? Qu'est-ce qui me soutient même au milieu du chaos? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli qui semblait impossible hier? Et ne cherche pas de grandes réponses, cherche les vraies. Le corps qui respire encore, l'esprit qui pense encore, la volonté qui ne s'est pas encore rendue. C'est du pouvoir. C'est déjà en toi. Commencer la journée avec gratitude ne t'affaiblit pas, ça te focalise. Parce qu'une personne qui reconnaît sa valeur interne n'a pas besoin de compétition, ni de prouver quoi que ce soit, ni de se traîner pour obtenir validation. Et lorsque le monde essaiera de te pousser vers l'anxiété ou la plainte, tu te souviendras de ton centre. Tu te souviendras que le véritable luxe n'est pas ce que tu as à l'extérieur, mais ce que tu sais maintenir à l'intérieur. 2. Tracez le cours de la journée avant de vous lever. Il y a des décisions qui se prennent debout, mais les plus importantes se forgent avant de bouger un seul muscle. La journée ne commence pas lorsque vous ouvrez les yeux, mais lorsque vous décidez qui va diriger vos actions. Ce choix silencieux que beaucoup ignorent par habitude ou précipitation est celui qui sépare ceux qui dirigent leur journée de ceux qui sont entraînés par elle. Se réveiller n'est pas suffisant. Ce qui change le cours des choses, c'est de se réveiller avec intention. Le chaos extérieur n'attend pas votre préparation. Dès que vous sortez du lit, le monde va essayer de vous remplir d'exigences, d'interruptions, de tâches en attente, de stimuli. Si vous n'avez pas tracé votre direction, tout l'extérieur occupera cet espace vide. Et c'est exactement ce qui fait que des milliers de personnes vivent en mode automatique, réactive, à la dérive. Il ne s'agit pas d'écrire un plan détaillé, ni de poursuivre la productivité comme si c'était une médaille. Il s'agit de ne pas donner votre énergie au premier bruit qui apparaît. De ne pas vous livrer automatiquement à ce que les autres attendent de vous, sans vous être d'abord demandé « Que veux-je soutenir fermement aujourd'hui ?» Le stoïcien anticipe. Marc Aurèle ne commençait pas la journée sans préparer son esprit aux difficultés, aux égaux qu'il rencontrerait, à la fatigue qui arriverait. Non pas par paranoïa, mais par clarté. Parce que si vous savez déjà que quelque chose peut arriver, cela ne vous prend pas par surprise et ne vous emporte pas. C'est ce qu'on appelle la prévoyance. Et la prévoyance est une forme de pouvoir. Choisir votre approche avant de vous lever est comme ajuster la boussole avant de commencer à marcher. Le chemin peut changer, mais vous savez déjà où vous ne voulez pas aller. Certaines personnes se réveillent et se précipitent directement vers le téléphone, le courrier, les tâches en attente. Ils le font avec de bonnes intentions, mais sans conscience. L'urgent remplace l'important. L'immédiat annule le profond. Et il devient facile d'oublier ce qui a vraiment besoin de votre attention. Votre état mental, votre énergie émotionnelle, votre volonté. Tout cela a besoin de direction, pas seulement de mouvement. Parce que bouger sans direction n'est que de l'agitation, pas du progrès. Tracer le cours de la journée, c'est s'arrêter, même quelques secondes, pour se rappeler qui vous êtes. Quelle valeur voulez-vous soutenir? Quelle faiblesse allez-vous défier? Quelle limite allez-vous protéger? Vous pouvez le répéter dans votre esprit, vous pouvez l'écrire, vous pouvez simplement le visualiser. L'important est de ne pas vous livrer à la journée sans avoir choisi votre attitude. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera pour vous, et ils ne le feront presque jamais avec vos intérêts à l'esprit. Une personne qui prend cette décision à l'aube n'est pas quelqu'un qui est contrôlé par l'environnement. C'est quelqu'un qui prend des décisions même sous pression, qui ne perd pas de temps avec l'inutile, qui sait quand s'arrêter et quand agir. Cette clarté qui semble invisible est celle qui fait la différence entre une journée gaspillée et une journée pleine de sens. Entre quelqu'un qui réagit à partir de la fatigue et quelqu'un qui répond à partir du caractère. Chaque matin est une occasion de construire du caractère, mais il ne se construit pas à mi-journée, il se construit dans les premières minutes.
quand tout est silencieux, quand rien ne vous demande encore. C'est là que la racine est plantée, c'est là que se forme la posture interne avec laquelle vous allez affronter tout ce qui vient ensuite. Et si ce moment est respecté, si cette intention est établie, le reste de la journée cesse d'être un champ de bataille et devient un terrain fertile. 3. Activez le corps pour allumer l'esprit. L'esprit est comme une torche éteinte dans une grotte, plein de potentiel, mais inutile s'il n'est pas allumé. Et le feu qui le réveille ne naît pas de la pensée, mais du mouvement. Le corps est cette étincelle qui active tout. Lorsqu'il est endormi, lourd, lent, il entraîne également la clarté, la concentration et la volonté. Mais quand il se met en mouvement, quelque chose change. Non seulement le sang circule, mais aussi l'énergie, la motivation et le contrôle. Celui qui bouge son corps tôt ne le fait pas seulement pour être en forme. Il le fait parce qu'il a compris que l'état physique est la base de l'état mental. Beaucoup sous-estiment cela. Ils pensent qu'il suffit de se lever et de marcher jusqu'à la salle de bain, que bouger un peu entre les tâches compte comme activation. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de respecter une routine, mais de préparer le terrain intérieur à partir de l'effort. Le corps a besoin d'efforts pour se réveiller de la léthargie, pour oxygéner la pensée, pour produire cette tension positive qui active la volonté. Et il n'est pas nécessaire de s'entraîner comme un athlète, il suffit de s'engager dans le mouvement. Quelques minutes d'exercice, une promenade consciente, des étirements en silence. N'importe quoi qui te rappelle que tu as un corps qui répond, qui est vivant, qui est ton outil pour affronter ce qui vient. Le stoïcisme n'ignore pas le corps. Au contraire, il l'honore. Épictète parlait de l'entraîner non seulement pour la résistance physique, mais pour forger la discipline. La douleur, l'inconfort, la fatigue ne sont pas des ennemis du stoïque, ils sont ses alliés. Ce sont eux qui lui apprennent à maintenir le caractère même lorsque le corps tremble, parce que chaque goutte de sueur, chaque muscle tendu, chaque respiration haletante est un acte de réaffirmation. Je suis ici, je bouge, je me renforce. Et ce message est également reçu par l'esprit. Il se sent capable, il se sent vivant, il se sent ferme. Celui qui bouge au réveil a plus de contrôle sur ses pensées. On le voit dans l'attitude, dans la réponse au stress, dans la façon de parler, même dans l'énergie qu'il projette. Parce que le corps influence directement la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive. Une posture ferme change ta perspective. Un cœur accéléré par l'exercice peut réduire l'anxiété qui t'attaquerait ensuite avec force. Et le plus important, cette action matinale te prouve à toi-même que tu peux faire quelque chose de difficile avant que le monde ne te le demande. Il ne s'agit pas de devenir esclave de la performance physique, il s'agit d'utiliser le corps comme un outil de réveil. Parce que lorsque tu l'utilises, lorsque tu le bouges avec intention, l'esprit s'aligne, le bruit diminue, les idées se mettent en ordre, les émotions perdent leur intensité. Ce qui semblait urgent se met à sa place. Ce qui semblait lourd devient gérable. C'est un effet domino interne. Tu bouges le corps, tu nettoies l'esprit, tu actives la respiration, tu régules l'émotion. Tu fais face à la fatigue, tu renforces ton caractère. Cette habitude n'est pas négociable, parce que celui qui commence la journée sans activer son corps, la commence dans la passivité. Et la passivité est un terrain fertile pour le doute, l'apathie et le désordre. En revanche, lorsque tu prends le contrôle physique dès le matin, tu envoies un message au reste de toi. Nous allons agir, nous allons nous soutenir, nous allons résister. Même si la journée est difficile, même si des coups arrivent, même si c'est dur, parce que tu l'as déjà prouvé en commençant. Bouger le corps n'est pas seulement une question de santé, c'est une déclaration. C'est le moment où tu te dis « Je ne suis pas ici pour me laisser porter. Je suis ici pour répondre avec présence, pour vivre avec force, pour penser avec clarté. » 4. Filtrez ce que votre esprit reçoit au réveil. L'esprit fraîchement éveillé est comme un terrain fertile, juste avant la semence. Ce que vous y mettez dans les premières minutes va croître tout au long de la journée, pour le meilleur ou pour le pire.
Si vous semez du bruit, de l'anxiété, des comparaisons, des plaintes et des distractions, n'espérez pas de clarté plus tard. Si vous plantez de l'intention, de la tranquillité, de la présence et de la direction, alors votre journée aura des racines solides. Le problème n'est pas seulement ce qui entre, mais ce qui entre en premier reste. Il s'installe, dirige votre attention, altère votre état émotionnel et conditionne vos décisions. Les gens sous-estiment la vulnérabilité mentale qui existe au réveil. Ils se lèvent, débloquent leur téléphone et ouvrent un réseau social avant même d'avoir pris une respiration consciente. Ils se précipitent pour lire des nouvelles pleines de tragédies, pour voir des images qu'ils n'ont pas demandées, pour absorber l'anxiété des autres comme si elle était la leur. Et puis, ils se demandent pourquoi ils se sentent agités, pourquoi ils ont du mal à se concentrer, pourquoi ils sont irritables, sans raison. Ils ne voient pas cela venir parce qu'ils l'ont normalisé. Mais la vérité est que l'information que vous consommez est aussi la nourriture de votre esprit. Et tout ce qui nourrit ne nourrit pas. Certains contenus intoxiquent, d'autres vous volent votre concentration, votre énergie, votre paix. Le stoïcien comprend cela clairement. Il ne s'agit pas de vivre déconnecté du monde, mais de choisir avec sagesse ce que vous permettez d'entrer lorsque vous êtes le plus exposé. Marc Aurèle parlait du pouvoir que les pensées ont à déterminer la qualité de la vie. Mais ces pensées ne surgissent pas du néant. Elles sont construites en partie avec ce que vous consommez. Filtrer n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est mettre une barrière consciente entre vous et ce qui n'apporte rien. C'est protéger votre esprit avec la même rigueur avec laquelle vous protégeriez votre espace physique si vous saviez que quelqu'un essaye de l'envahir. Chaque matin devrait avoir une sorte de quarantaine mentale. Une courte période pendant laquelle vous décidez fermement ce que vous n'allez pas voir, ce que vous n'allez pas lire, ce que vous n'allez pas écouter. Parce que ce qui semble inoffensif, ce message, ce post, cet audio qui arrive à peine vous réveillez, peut modeler votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Un mot mal dit, une comparaison déguisée en motivation, une attente irréelle que quelqu'un publie comme si c'était la norme. Tout cela perce votre centre si vous n'êtes pas vigilant. Et commencer la journée contaminée n'est pas quelque chose qui se corrige avec une belle pensée plus tard. Ce qui entre en premier donne le ton à tout le reste. Filtrer signifie aussi choisir ce que vous voulez permettre. Une lecture brève qui vous inspire, une pensée qui vous rappelle qui vous êtes, une phrase qui vous ancre dans le présent. Peut-être juste respirer en silence, observer sans juger, se connecter avec le corps, sans distraction. Ce sont de petites décisions, mais leur impact est disproportionné. Parce qu'elles établissent un cadre de stabilité avant que le monde n'essaie de vous pousser vers le chaos. Ce n'est pas facile. Cela nécessite de rompre avec des habitudes qui se répètent depuis des années. Cela nécessite de regarder son téléphone et de décider de le laisser de côté. Cela nécessite de résister à la tentation de vous remplir de choses que vous n'avez pas besoin de savoir. Mais celui qui y parvient gagne, parce qu'il garde le contrôle là où les autres le perdent. Parce qu'il ne laisse pas son esprit être modelé par le bruit, mais le modèle avec intention. Et c'est avoir un avantage. C'est jouer la journée depuis le centre, pas depuis la périphérie. Votre esprit n'est pas une poubelle où n'importe qui peut jeter son contenu. C'est un espace sacré qui définit votre perception, votre état émotionnel et votre comportement. Celui qui le protège dès le début se renforce de l'intérieur. 5. Pratiquez le silence comme premier acte de la journée. Les grands tremblements de terre ne commencent pas par du bruit, mais par une vibration subtile, à peine perceptible, qui change tout de fond en comble. C'est ainsi que commence aussi le chaos interne, non pas par des cris, mais par une accumulation invisible de stimuli, d'exigences et de pensées qui se bousculent à peine réveillées. C'est pourquoi pratiquer le silence comme premier acte de la journée n'est pas seulement une pause, c'est une déclaration. C'est mettre un frein à ce tremblement mental avant qu'il ne devienne une secousse.
C'est avoir le courage de ne pas courir, de ne pas répondre, de ne pas remplir le vide par du bruit, mais de le soutenir par la présence. Le silence met beaucoup de gens mal à l'aise parce qu'il les oblige à être avec eux-mêmes. Parce que dans le silence, il n'y a pas de distraction, il n'y a que toi et tes pensées. Et cela, si on ne s'est pas entraîné, peut sembler insupportable. Mais le stoïcien voit dans ce premier silence une opportunité de contrôle, de connexion, de clarté. Marc Aurèle n'avait pas besoin de 1000 voix pour commencer sa journée, il avait besoin de s'écouter sans interférence. Épictète ne demandait pas de motivation externe, il s'asseyait dans son propre calme et décidait de là. Parce que celui qui commence en silence commence en puissance. Cette habitude ne consiste pas à méditer comme une mode. Il ne s'agit pas de s'asseoir pour penser joliment, ni de fermer les yeux pour échapper au monde. Il s'agit de permettre au corps et à l'esprit de s'aligner avant d'agir. De ne pas parler aux autres avant d'avoir parlé avec toi. De ne pas passer un appel sans avoir fait une pause auparavant. Parce que dans cet espace sans mots, sans écran, sans demande, quelque chose de rare et de précieux émerge. La conscience. Pratiquer le silence te montre à quelle vitesse ton esprit veut courir. Dès que tu ouvres les yeux, des tâches en attente, des souvenirs, des peurs, des comparaisons surgissent. Tout cela apparaît sans avoir touché quoi que ce soit d'externe. Et si tu ne le regardes pas en face, si tu ne le reconnais pas, il va te traîner en automatique pendant le reste de la journée. Mais si tu fais place au silence, tu le vois. Et en le voyant, il ne te domine plus. Tu peux choisir. Tu peux séparer le réel de l'imaginaire, l'important de l'urgent, ce dont tu as besoin de ce qui n'occupe que de l'espace. Le silence affine aussi l'écoute. Et je ne parle pas d'écouter les autres, mais de t'écouter toi. Comment te sens-tu vraiment? Quelle partie de ton corps porte de la tension? Quelle émotion se profile sans être nommée? Ces signaux qui se perdent dans le bruit se révèlent dans le silence. Et celui qui les voit se comprend. Et celui qui se comprend se dirige avec plus de clarté, parce qu'il n'agit pas à partir de la confusion, mais à partir du centre, d'une vérité interne qui n'a pas besoin d'être expliquée, seulement respectée. De plus, le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est aussi une posture mentale. Ne pas répondre tout de suite, ne pas réagir au premier stimulus, ne pas dire la première chose qui vient à l'esprit. C'est une façon de freiner l'impulsion, de gagner de précieuses secondes, là où d'autres n'ont que des réactions. Et ces secondes font souvent la différence entre une erreur et une décision consciente, entre une dispute inutile et une limite bien posée, entre une journée qui déborde et une journée qui se tient. Cette habitude n'a pas besoin d'une heure, elle a juste besoin d'intention. Cela peut être 5 minutes assis sur le bord du lit. Cela peut être quelques pas sans musique, sans distraction. Cela peut être des respirations profondes avant toute parole. L'essentiel est que tu choisisses de commencer en silence, que tu ne te lances pas dans le monde sans être regardé à l'intérieur. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. 6. Protéger son moral contre le bruit extérieur. Un mur ne se construit pas lorsqu'on lance déjà des flèches. Il se dresse avant, en prévision des attaques. Le moral fonctionne de la même manière. On ne le protège pas quand le monde crie déjà, quand les critiques arrivent, quand la hâte frappe. On le protège à l'aube, quand tout est silencieux et que tu peux encore décider comment tu veux réagir à ce qui vient. Celui qui ne protège pas son état émotionnel tôt vit exposé, vulnérable, manipulable. N'importe quel regard le fait s'effondrer, n'importe quel mot le déstabilise, n'importe quel petit problème le transforme en tragédie. Protéger son moral ne signifie pas devenir froid ou déconnecté, cela signifie ne pas donner le contrôle aux circonstances. Parce que l'environnement, sans demander la permission, va essayer de modeler ton état interne. Tu vas voir des visages amers, tu vas entendre des plaintes, tu vas recevoir des messages chargés d'urgence ou de colère. Et si tu n'es pas solide à l'intérieur, tu vas absorber tout cela comme une éponge. Tu vas agir à partir de l'étranger, réagir à partir de l'émotion de quelqu'un d'autre, te perdre dans des dynamiques que tu n'as pas choisies. Et quand cela arrive, ce n'est plus toi qui vis ta journée.
C'est le monde qui décide comment tu dois te sentir. Les stoïciens ne niaient pas les émotions, mais ils les dirigeaient. Ils n'étaient pas immunisés contre le bruit extérieur, mais ils entraînaient leur intérieur pour que ce bruit ne pénètre pas sans contrôle. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler à lui-même que ce qui perturbe n'est pas ce qui se passe, mais l'opinion que nous formons à ce sujet. Ce principe n'est pas une belle théorie, c'est une pratique de défense mentale. Parce que chaque matin, tu peux décider si ton état d'esprit va dépendre des autres ou va émerger de toi. La protection se construit avec conscience. Dès le premier moment, au réveil, tu dois te demander quel type d'énergie tu vas protéger. Si ton calme est négociable, on te l'enlèvera. Si ton focus dépend de l'environnement, tu le perdras. Si ton estime de toi est soutenue par l'approbation externe, toute critique te brisera. C'est pourquoi cette habitude consiste à préparer le terrain émotionnel avant de sortir dans le monde. Choisir quelles pensées tu vas renforcer, quelles limites tu vas maintenir, quelles intentions tu vas prioriser. Tout cela crée une barrière invisible qui n'isole pas, mais protège. Il y a des jours où l'environnement devient un champ de bataille émotionnelle. Des personnes qui arrivent avec de la frustration, des situations qui escaladent sans logique, des urgences déguisées en importance. Et si tu n'es pas préparé, tu deviens la victime de ce courant. Mais si tu as protégé ton moral dès le début, tu peux observer sans absorber. Tu peux écouter sans réagir. Tu peux être présent sans te perdre. C'est là la véritable force, non pas celle qui s'impose, mais celle qui se maintient au milieu de la tempête. Cette protection ne se réalise pas du jour au lendemain. C'est un exercice constant, une décision quotidienne. Il commence par de petites actions. Éviter l'exposition à du contenu négatif dès le réveil, répéter une affirmation qui te rappelle ta direction, écrire une idée qui te ancre, visualiser la fermeté avec laquelle tu vas bouger. Ce sont des gestes simples, mais ils forment un mur interne qui résiste quand d'autres s'effondrent. Et ce mur n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la froideur, c'est du focus. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection. Parce que ton état d'esprit n'est pas un luxe, c'est ta base. De là, tu prends des décisions, tu soutiens des conversations, tu interprètes le monde. Et si cette base est faible, tout ce que tu construis pendant la journée tremble. Mais si elle est forte, tu peux avancer même quand tout bouge. Protéger son moral n'est pas se fermer au monde, c'est s'ouvrir à partir d'un lieu de force. 7. Transformer le matin en un rituel de force. Les guerriers ne se forgent pas au milieu de la bataille, ils s'entraînent dans la répétition silencieuse de leurs actes. C'est ainsi que se construit également la force intérieure, dans ce que vous faites, sans que personne ne vous voie, dans les petites décisions que vous répétez chaque jour au réveil, lorsque le monde ne vous réclame pas encore. Le matin peut être votre arme la plus puissante ou votre point le plus faible. Tout dépend de si vous le transformez en un rituel qui vous renforce ou si vous le laissez au hasard, comme un espace sans direction qui ne se remplit que de bruit, de précipitation et de distraction. Beaucoup se réveillent et la première chose qu'ils font est de se livrer au désordre. Ils n'ont même pas posé les pieds sur le sol et ils sont déjà en train de réagir. Au téléphone, aux tâches en attente, aux messages, à l'anxiété d'être en retard, sans savoir par rapport à quoi. Ils n'ont pas respiré, ils ne se sont pas situés, ils n'ont pas choisi comment ils veulent se présenter à la journée. Et cela a un prix. Car celui qui ne dirige pas son matin perd de la force avant de commencer. Le stoïcisme ne vous demande pas la perfection, il vous demande l'intention. Marc Aurèle écrivait chaque matin, non par vanité, mais pour se rappeler ce qui était important. Épictète enseignait qu'il ne suffit pas de comprendre la vertu, il faut la pratiquer. Et le matin est le meilleur moment pour cela. Parce que dans ce premier tronçon de la journée, lorsque vous n'avez pas encore été contaminé par l'extérieur, vous pouvez décider avec clarté. Vous pouvez établir votre ton, votre énergie, votre direction. Et si vous le faites de manière répétée, cela devient une partie de vous. Un rituel de force ne consiste pas à suivre des règles étrangères, mais à construire votre propre schéma de préparation. Il ne s'agit pas de remplir votre temps avec des tâches vides, mais de maintenir des habitudes qui renforcent votre identité.
se lever avec présence, boire de l'eau avec attention, bouger avec intention, respirer sans distraction, écrire ce que vous voulez garder à l'esprit, visualiser votre approche de la journée. De petits actes qui, répétés avec engagement, créent une structure solide en vous. La différence entre une personne qui répète ses actes chaque matin et une personne qui improvise constamment est abyssale. Parce que lorsque le monde exige, lorsque le conflit arrive, lorsque la pression apparaît, celui qui a renforcé son rituel ne vacille pas. Il a des ancres internes, il a de la clarté. Il ne s'effondre pas face à l'inattendu parce qu'il a déjà entraîné la constance. Et cette constance se cultive lorsque personne ne vous applaudit, lorsque personne ne vous observe, lorsque vous êtes seul avec votre volonté. Celui qui transforme son matin en un rituel ne dépend pas de la motivation. Il comprend que vous n'aurez pas toujours envie, mais vous pouvez avoir de l'engagement. Et cet engagement est ce qui façonne le caractère. Non pas parce que le rituel est confortable, mais précisément parce qu'il vous exige. Il exige du respect pour vous-même. Il exige de vous prioriser. Il exige que vous vous leviez même lorsque votre esprit cherche des excuses pour repousser. Et en le faisant, chaque jour, vous devenez plus fort, plus clair, plus difficile à briser. Aucun rituel n'est magique, mais tous les rituels conscients sont transformateurs. Parce qu'ils sont des décisions qui renforcent qui vous êtes et vous préparent à ce que vous allez affronter. Et lorsque vous décidez de les répéter avec discipline, même les mauvais jours, même lorsque tout pèse, vous dites sans mots, peu importe ce qui arrive, je me prépare déjà depuis avant. Et c'est ce qui différencie celui qui réagit de celui qui dirige sa journée. 8. Exercer la volonté avec discipline dès le début. Rien ne pèse plus que l'inertie de l'inaction. Ce moment où tu sais ce que tu dois faire mais tu hésites, tu le repousses, tu le négocies avec toi-même jusqu'à ce que tu ne le fasses plus. La plupart perdent la bataille de la journée dans ces premières minutes, non pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, mais parce qu'ils n'ont pas entraîné leur volonté à s'imposer au corps, à l'esprit paresseux, au désir de confort. Exercer la volonté dès que tu ouvres les yeux est une déclaration silencieuse. Je ne vais pas vivre cette journée depuis le désir ni depuis l'émotion du moment. Je vais la vivre depuis le choix conscient, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si ça me dérange. La volonté n'apparaît pas seule. Elle n'arrive pas par inspiration ni ne tombe du ciel. Elle se forge, et elle se forge tôt, quand personne ne t'oblige, quand personne ne t'exige, quand tu pourrais facilement choisir la facilité, mais tu choisis ce qui est correct. C'est ça la discipline. Faire ce qui est nécessaire, même quand tu n'as pas envie. Et cette discipline, loin d'être une prison, est le seul véritable chemin vers la liberté. Parce que lorsque tu t'entraînes à te dominer, le silence, lorsqu'il est choisi consciemment, agit comme une armure invisible. On ne le voit pas, mais il protège. Il ne frappe pas, mais il marque des limites. C'est la réponse de celui qui a déjà compris que continuer à expliquer la douleur ne fait que prolonger le mal. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la précision émotionnelle. On a mal interprété le silence comme de la froideur, comme de l'indifférence, mais peu comprennent qu'il y a derrière lui une décision profonde. Ne pas insister là où l'on s'est déjà brisé en essayant d'être compris. Parler cesse d'avoir un sens lorsque chaque mot devient une supplication. Et se retirer, sans bruit, devient une déclaration d'amour-propre plus forte que n'importe quel discours. Ce message ne cherche pas à t'apprendre à punir les autres, mais à te libérer. Parce que celui qui a déjà touché le fond sait qu'il y a un point où se taire n'est pas garder rancune, mais protéger la paix qui a coûté si cher à obtenir. Continuer à t'expliquer serait négocier ta valeur. Ici commence le véritable changement. Lorsque tu ne réponds pas par impulsion, lorsque tu ne clarifies pas ce qui n'a pas été valorisé, lorsque tu disparais des espaces où tu as été ignoré. Le silence, à ce niveau, n'est plus une absence, c'est ta présence la plus solide. Dans ce scénario, nous ne parlerons pas de vengeance ni d'orgueil. Nous parlerons de transformation, de comment se retirer sans se traîner est bien souvent le plus grand acte de dignité.
de comment celui qui choisit de ne pas parler le fait souvent parce qu'il a déjà tout compris. Et si tu arrives jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ce silence qui te semblait vide était en réalité plein de toi. 1. Choisis le silence comme déclaration, pas comme punition. Le silence peut sembler une ombre, mais en réalité, c'est un miroir. Il ne s'impose pas, il se reflète. Il ne crie pas, mais il dit tout. Alors que d'autres élèvent la voix pour gagner du terrain, tu choisis de te taire non pas par faiblesse, mais parce que tu n'as plus besoin de démontrer ta force. Celui qui choisit le silence de manière consciente ne fuit pas, il trace une limite, non pas pour blesser, mais pour se protéger, non pas pour faire du mal, mais pour rendre clair que son énergie n'est plus à vendre. L'erreur commune est de penser que celui qui reste silencieux punit, comme si le silence était une forme de vengeance déguisée. Mais non. Ce type de silence ne naît pas de la rancœur, il naît de la clarté. C'est une déclaration. Je ne suis plus disponible pour ce qui m'épuise. Je ne suis plus intéressé à participer à des dynamiques qui m'annulent, qui me font expliquer encore et encore ce qui devrait être évident. Je ne vais plus supplier pour être compris. Le silence devient un langage plus fort que n'importe quel discours, parce qu'il ne supplie pas, ne discute pas, ne rampe pas. Il est facile de parler. Ce qui est difficile, c'est de garder le silence quand tout en toi veut crier, quand l'injustice brûle, quand les mots s'étouffent dans ta gorge. Mais si tu réussis à ne pas réagir, si tu choisis cet espace intérieur pour observer plutôt que pour exploser, alors tu récupères ton pouvoir. Tu sors du jeu. Parce que celui qui crie veut encore gagner, celui qui se tait n'a plus besoin de concourir. Le silence devient une frontière invisible que tous ne peuvent pas franchir. C'est un rappel que tout ne mérite pas une réponse et que parfois, la meilleure façon de te respecter est de ne pas t'épuiser en explications vides. Il ne s'agit pas de garder le silence pour manipuler, pour attendre que l'autre réalise son erreur. Il ne s'agit pas de jouer à l'indifférence pour générer de la culpabilité. Celui qui agit ainsi est encore pris au piège. Ce silence dont nous parlons n'attend pas de réaction. Il ne cherche pas à faire souffrir l'autre. Il ne cherche pas à contrôler. Ce silence est une déclaration d'autonomie, de maturité, de dire sans dire « j'ai déjà compris, je suis déjà parti ». Et bien que je sois physiquement présent, émotionnellement, je n'investis plus un seul mot pour convaincre quelqu'un de ma valeur. Le vrai silence n'a pas besoin de témoins. Il ne cherche pas d'applaudissements ni de compréhension. Il s'installe simplement comme une force tranquille, mais ferme. Il change l'énergie du lieu. Il change ta façon de respirer. Il change ce que tu permets. Et cela se remarque. Même si tu ne dis rien, on sent quand quelqu'un n'est plus disponible pour les mêmes dynamiques de toujours. Ton silence devient un signe de respect pour toi-même. Une façon de fermer des cycles sans besoin de scènes dramatiques. Parce que tu as compris que ta paix est la première. Quand tu choisis le silence comme déclaration, tu dis « je prends soin de moi, je ne m'expose plus, je ne m'épuise plus ». Et celui qui le comprend, tant mieux. Et celui qui ne le comprend pas, tant pis. Parce que l'objectif n'est pas d'être compris, c'est d'être libre. C'est à toi de décider si tu utilises le silence comme punition ou comme libération. Le premier cherche à contrôler, le second cherche à lâcher prise. Et c'est dans cette différence que réside toute l'évolution. Se taire quand il n'y a plus rien à dire peut être l'acte d'amour de soi le plus puissant. Parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que ta vérité n'est plus dans les mots, elle est dans ta décision de ne plus t'épuiser. Ne retourne pas là où tu as dû mendier ta place. Retourner à un endroit où l'on t'a fait sentir que tu étais de trop, est comme entrer pieds nus dans une maison en ruine en espérant y trouver de la chaleur. C'est prétendre que quelque chose qui t'a brisé peut maintenant te guérir. Et il ne s'agit pas de fierté, il s'agit de mémoire émotionnelle. Car peu importe comment ils le déguisent en opportunité ou en seconde chance, le corps se souvient. Il se souvient de l'humiliation de ne pas se sentir suffisant. Il se souvient des fois où tu as parlé et où on ne t'a pas écouté.
Il se souvient de la façon dont tu t'es efforcé d'être vu, et pourtant tu as été ignoré. Celui qui a dû un jour supplier pour un peu d'attention sait combien ce vide fait mal. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit d'énergie. D'être dans un endroit où tu sentais constamment que tu devais mériter d'exister. Où ta présence n'était pas la bienvenue, elle était tolérée. Où tu devais te réduire pour t'intégrer. Et quand quelqu'un a vécu cela, la plus grande erreur qu'il peut faire est de revenir. Comme si le temps avait effacé les dégâts. Comme si celui qui ne t'a pas apprécié avant pouvait maintenant, comme par magie, le faire. Le silence, à ce stade, devient un mur de protection. Parce que tout ce qui revient ne mérite pas une réponse. Parce que le fait que quelqu'un revienne ne signifie pas qu'il a changé. Souvent, il s'agit simplement de nostalgie, de routine, ou du simple désir d'avoir à nouveau accès à ton énergie. Et si tu n'as pas guéri ce besoin d'être validé par celui qui ne savait pas t'apprécier, alors le cycle se répète. Tu reviens, tu te donnes, tu t'épuises et tu te brises à nouveau. C'est pourquoi le silence n'est pas seulement de la sagesse, c'est aussi de la prévention. Ce n'est pas que tu ne pardonnes pas, c'est que tu n'oublies pas ce que tu as appris. Ce n'est pas que tu n'as pas d'empathie, c'est que tu n'es plus disposé à justifier ce qui t'a fait mal une fois. Ce n'est pas que tu ne ressens rien, c'est que tu as appris à ressentir sans avoir besoin de t'exposer. Et c'est la différence entre guérir et rester blessé. Celui qui guérit ne revient pas par habitude, il revient seulement s'il y a du respect. S'il n'y en a pas, il reste en paix, même s'il l'appelle distant, même s'il l'accuse d'être froid ou d'avoir changé. Souvent, revenir est un piège déguisé en opportunité, parce que ce qui n'a pas changé reste le même. Et tu n'es pas fait pour répéter des schémas qui t'ont déjà fait du mal. Tu es fait pour apprendre, pour évoluer, pour ne pas permettre que le passé se déguise en présent simplement parce que tu connais déjà le chemin. Ce chemin que tu as une fois parcouru pieds nus ne t'appartient plus. Parce que maintenant, tu te protèges. Parce que maintenant, tu te respectes assez pour ne pas retourner là où tu as supplié pour de l'amour et où tu n'as reçu que de l'indifférence. Ne reviens pas. Pas par haine, pas par fierté, pas par dépit. Ne reviens pas parce que tu n'es plus la même personne, parce que maintenant tu sais que ta valeur ne se mendie pas, parce que tu as compris que celui qui t'aime le montre, et celui qui ne l'a pas fait quand tu en avais le plus besoin ne mérite pas le privilège de franchir à nouveau ta frontière. Ton silence parle pour toi. Il dit ce que tu n'as plus besoin de répéter. Il déclare que ta dignité n'est pas à vendre et que cette fois, si quelqu'un ne sait pas te voir, il ne fait tout simplement pas partie de l'endroit où tu te diriges. 3. Quand tu ressens l'urgence de parler, respire. L'urgence de parler est comme une vague qui frappe avec force. Elle monte rapidement, s'agite dans la poitrine, et si tu n'es pas préparé, elle t'emporte avec elle. Dans ces moments où les émotions bouillonnent sous la peau, où le cœur semble accélérer chaque pensée, parler peut sembler être un soulagement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que ce qui est dit avec anxiété ne construit souvent pas. Il ne fait que décharger. Et même si cette décharge semble nécessaire, elle finit souvent par coûter plus qu'elle ne libère. Respirer avant de répondre n'est pas une stratégie de calme, c'est une forme de contrôle. C'est ce qui distingue celui qui réagit impulsivement de celui qui agit avec clarté. Parce que tout ce que tu ressens ne doit pas être transformé en mots. Tout ce qui brûle n'a pas besoin d'être exprimé à cet instant. Parfois, la chose la plus sage que tu peux faire est de rester avec toi-même. Observer ce désir d'expliquer, de te justifier, de revendiquer et choisir de ne pas le faire. Non pas par lâcheté, mais par maturité. Celui qui respire avant de parler se dit à lui-même que sa paix est plus importante que de gagner une discussion, que sa dignité pèse plus qu'une réponse rapide, qu'il n'a pas besoin d'avoir le dernier mot pour se sentir valide. La respiration devient une ancre, un frein naturel qui empêche tes émotions de kidnapper ton intégrité. Parce que dans la chaleur d'une discussion, la première chose qui se perd est le centre. Et celui qui perd le centre se trahit.
Ne pas répondre immédiatement est un acte d'amour-propre. C'est une façon de te dire que tu ne vas pas t'exposer à une bataille qui ne te représente pas. Parce que l'urgence de parler vient souvent non pas du présent, mais de blessures passées, de vieilles envies de te défendre, de vieux cris non entendus, d'émotions réprimées qui trouvent une nouvelle opportunité de sortir. Mais tu n'es pas cette blessure. Tu es celui qui peut la contenir, l'observer et décider de ne pas la répéter. Derrière chaque impulsion pour parler se trouve le désir d'être entendu, d'être compris, d'être validé. Et c'est bien de vouloir cela. Mais ce n'est pas bien de te perdre chaque fois que tu ne l'obtiens pas. Tu ne peux pas permettre que le besoin d'être compris te vole ta tranquillité. Parce que ta valeur n'est pas dans le fait de convaincre, elle est dans ta capacité à rester ferme, même quand on ne te donne pas raison, même quand le silence de l'autre fait mal, même quand tu voudrais tout dire avec des larmes ou des cris. Respire, non pas comme un exercice superficiel, mais comme un acte profond de présence. Respire pour ne pas donner ton énergie à celui qui ne sait pas quoi en faire. Respire pour ne pas dire des choses qui ne représentent pas ce que tu ressens vraiment. Respire pour retrouver ton centre quand tout en toi demande la guerre. Et à partir de là, décide, depuis le calme, depuis l'axe, depuis la vérité. Parce que celui qui parle depuis l'urgence se repent souvent, mais celui qui respire avant de parler le fait rarement. Chaque fois que tu ressens ce besoin de répondre rapidement, de te défendre, d'expliquer quelque chose qui brûle à l'intérieur, fais une pause. Ta respiration est ta frontière. Ta respiration est le pont entre le chaos et la conscience. Et si tu apprends à rester en elle, tu découvriras que le silence ne protège pas seulement, il transforme aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de tout garder, il s'agit de choisir quand, comment et pourquoi dire ce qui compte vraiment. Ce qui ne naît pas de la réaction, mais du respect que tu te portes maintenant. 4. N'oublie pas que le mystère pèse plus lourd que 1000 arguments. Un phare ne crie pas pour être vu, il reste simplement allumé. C'est ainsi que fonctionne le mystère. Il ne fait pas de bruit, mais il éclaire. Il n'a pas besoin de s'expliquer, mais il laisse une trace. Dans un monde où tout le monde cherche à attirer l'attention par l'excès, celui qui apprend à se tenir dans le silence commence à se démarquer par ce qu'il ne dit pas. Parce qu'il y a quelque chose de puissant à ne pas révéler toutes vos pensées, à ne pas montrer vos intentions, à ne pas répondre immédiatement. Celui qui devient un mystère dérange, mais attire aussi, et non par manipulation, mais parce que sa présence devient une question sans réponse. Tout expliquer, se justifier, supplier d'être compris ne fait qu'affaiblir le message. Plus vous vous efforcez de convaincre, plus vous vous diluez. Ce qui est vraiment solide n'a pas besoin d'une exposition constante. Les personnes qui ont de la clarté n'éprouvent pas le besoin de s'expliquer à chaque instant, parce qu'elles savent que celui qui écoute vraiment comprend sans qu'on lui donne un manuel. Et celui qui n'écoute pas, même si vous lui parlez 1000 fois, continuera à ne pas comprendre. C'est pourquoi le mystère n'est pas de la froideur, c'est de la retenue. C'est savoir que tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre monde intérieur. Quand vous parlez moins, vous observez plus. Vous remarquez les mouvements subtils. Vous notez qui vous cherche par intérêt et qui le fait par présence réelle. Vous découvrez que la plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, mais pour répondre. Alors vous arrêtez de vous épuiser non par peur, mais parce que vous avez compris que vous ne pouvez convaincre personne qui n'est pas prêt à voir au-delà de sa perception. Et c'est là que le silence prend la forme de la force. Vous n'êtes pas absent, vous êtes concentré, vous n'êtes pas caché, vous êtes protégé. Le mystère a un effet inévitable, il vous rend inoubliable, parce que ce qui n'est pas dit laisse de la place à la réflexion. Parce que ce qui n'est pas complètement donné génère du respect. Celui qui se montre sans réserve dès le début a tendance à être utilisé, tandis que celui qui dose son énergie, son temps et ses mots génère quelque chose de plus profond, le respect. Et sans respect, il n'y a pas de lien sain. Celui qui ne sait pas maintenir le mystère devient prévisible. Et ce qui est prévisible est normalisé, ignoré, pris pour acquis. Maintenir le mystère
ne signifie pas être froid ni jouer à la distance émotionnelle. Cela signifie avoir le contrôle de soi. Cela signifie ne pas donner votre âme dans l'espoir d'être compris. Cela signifie que vous savez qui vous êtes et que vous n'avez pas besoin que l'autre le confirme. Parce que lorsque votre valeur ne dépend plus d'être compris, vous commencez à vivre à partir de la vérité et non du besoin. Et cela vous rend différent, non pas parce que vous montrez, mais parce que vous choisissez de garder. Il ne s'agit pas non plus de vous fermer complètement. Il s'agit de vous ouvrir avec sagesse, de savoir que celui qui dit tout, qui donne tout, s'expose aussi à toutes sortes de vides, d'apprendre à garder le silence dans les batailles qui ne vous appartiennent plus, de comprendre que vous n'avez pas besoin de prouver votre évolution à personne, parce que la véritable croissance ne fait pas de bruit. Elle se remarque dans votre paix, dans votre posture, dans votre regard qui ne cherche plus à être approuvé, mais qui observe calmement et décide avec maturité. Le mystère n'est pas une barrière, c'est une façon de préserver votre énergie. C'est choisir de ne pas répondre à tout, de ne pas réagir à ce qui ne mérite pas votre attention, de ne pas vous ouvrir complètement à ceux qui ne savent pas soutenir ce que vous portez en vous. Et quand vous comprenez cela, vous découvrez que le silence ne vous protège pas seulement, il vous élève aussi. 5. Laisse-les ressentir ton absence dans le vide qu'ils ont laissé. L'écho n'existe pas sans un silence préalable. Il ne se forme que lorsque quelque chose s'en va et laisse de la place pour que le son revienne. C'est ce qui se passe avec les personnes qui n'ont pas su t'apprécier. Elles ne commencent à remarquer ton absence que lorsque leur bruit n'a plus personne à atteindre. Et dans ce vide qu'ils laissent, l'écho de ton silence grandit. Tu n'as pas besoin de crier que tu es parti, il suffit de ne pas être là. Tu n'as pas besoin de faire remarquer ta distance, il suffit de ne pas revenir. Parce que lorsque tu pars sans scandale, sans reproche, sans drame, c'est là que commence le véritable impact. L'absence, lorsqu'elle est ferme et sereine, est plus puissante que n'importe quel discours d'adieu. Parce que celui qui ne t'a pas écouté lorsque tu étais présent, ne mérite pas non plus d'explication lorsque tu décides de partir. Et même si au début il semble que personne ne remarque ton silence, le temps se charge de montrer que tu étais plus important qu'ils ne l'ont reconnu. Les gens ont tendance à comprendre la valeur de ton énergie lorsqu'elle n'est plus disponible, lorsqu'elle ne répond plus, lorsqu'elle n'est plus là pour soutenir ce qu'ils ont eux-mêmes négligé. Laisser qu'ils te regrettent n'est pas une vengeance, c'est du respect. Il ne s'agit pas de disparaître pour générer de la culpabilité, mais de te retirer avec dignité lorsque tu as déjà donné suffisamment. Parce qu'insister là où on ne t'écoute pas ne fait que t'épuiser l'âme. Parce que rester là où tout est un effort constant ne fait que renforcer l'idée que ta valeur est négociable. Et ce n'est pas le cas. Tu ne peux forcer personne à te voir, mais tu peux choisir de ne pas être là où on t'ignore. C'est ton pouvoir. C'est ta déclaration silencieuse. Celui qui apprend à partir sans avoir besoin de tout conclure avec des mots, découvre que le silence est une forme de clôture. Peut-être pas pour l'autre, mais pour toi. Parce que tu n'as pas besoin que l'autre comprenne, tu as besoin d'être en paix avec toi-même. Et si tu as déjà tout donné, si tu as déjà parlé, si tu t'es déjà expliqué, continuer à insister ne fait que prolonger ta douleur. En revanche, lorsque tu te retires, tu permets à l'autre de faire face au vide qu'il a laissé. Et s'il ne le fait pas, s'il ne le reconnaît pas, alors il confirme que tu as bien fait de partir. Le vide que tu laisses est aussi une partie de ta présence. C'est l'espace que tu occupais, l'énergie que tu offrais, l'écoute que tu prodiguais, l'attention que personne d'autre n'a su égaler. Ce vide parle plus fort que tes mots. Parce que les mots peuvent être ignorés, pas le silence. Le silence dérange, remue, confronte. Le silence laisse de la place à la réflexion, et souvent à la prise de conscience qui arrive trop tard. Pas pour toi, parce que tu es déjà parti, mais pour l'autre, qui commence à ressentir le manque de ce qu'il tenait pour acquis. Tu n'es pas obligé de conclure chaque lien avec une conversation finale. Parfois, la meilleure réponse est la distance soutenue.
non pas par punition mais par cohérence, parce qu'on ne peut pas forcer la réciprocité et si elle n'existe pas, le plus sain est de se retirer. Ton absence, lorsqu'elle naît de l'amour-propre, devient une affirmation puissante. Je ne suis plus disponible pour ce qui me soustrait, seulement pour ce qui m'ajoute. Je ne réponds plus à ceux qui m'ont utilisé comme toile de fond pour leur scène. Je ne m'épuise plus à expliquer ce qui aurait pu être vu, mais qui n'a pas été voulu. Laisser qu'ils te regrettent dans le vide qu'ils ont laissé n'est pas de l'orgueil. C'est reconnaître que tu mérites aussi d'être regretté, que tu mérites aussi un espace où tu es apprécié sans condition. Et si cet espace n'existe pas avec eux, alors tu le construis avec toi-même. Depuis le calme, depuis le silence, depuis une absence qui ne fait plus mal parce qu'elle est devenue liberté. Et dans cette liberté, finalement, tu deviens inoubliable. 6. Sois fidèle à ta dignité, même quand personne ne la voit. Une racine pousse sous terre, invisible aux yeux, mais soutient l'arbre entier. C'est ainsi que fonctionne la dignité. Elle ne fait pas de bruit, elle n'a pas besoin d'applaudissements, mais c'est ce qui maintient ton intégrité ferme quand tout le reste tremble. Elle n'est pas toujours visible de l'extérieur. Parfois, on te traite de froid, d'autres fois d'orgueilleux. Mais tu sais que tu n'agis pas pour être approuvé. Tu choisis de te respecter même dans les moments où il serait plus facile de te trahir. Être fidèle à ta dignité ne se sent pas toujours bien. Il y a des jours où le silence pèse plus que n'importe quel mot que tu aurais pu dire, où ne pas répondre semble te mettre en désavantage, où t'éloigner semble te transformer en méchant. Mais c'est là que réside la différence entre réagir à partir de l'émotion ou agir à partir de la conscience. Parce que tu pourrais revenir, tu pourrais supplier, tu pourrais te justifier une fois de plus, mais tu ne le fais pas. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu n'es plus disposé à te perdre toi-même pour être avec quelqu'un d'autre. Celui qui a de la dignité n'a pas besoin d'exposer sa douleur pour qu'elle soit valide. Il n'a pas besoin de s'humilier pour être choisi. Il n'a pas besoin d'insister là où il a déjà compris que sa valeur n'est pas reconnue. La dignité est silencieuse, mais ferme. Et si tu la soutiens, elle te sauve. Parce qu'il y a des décisions qui ne se voient pas, mais qui te changent de l'intérieur. Il y a des silences qui ne s'expliquent pas, mais qui protègent. Et tu le sais. Tu sais que faire un pas en arrière quand tout le monde s'attend à ce que tu cours après quelqu'un est difficile, mais nécessaire. Être fidèle à ta dignité n'est pas facile quand tu es seul. Ce n'est pas simple quand les absences te font mal, quand tu aimerais t'expliquer, quand tu sens que l'autre n'a pas compris ce que cela t'a coûté de t'éloigner. Mais cela ne change pas la vérité. Tu t'es choisi. Et cela vaut plus que n'importe quelle conclusion forcée ou n'importe quel mot non dit. Parce qu'au final, celui qui garde sa dignité intacte dort en paix. Il sait qu'il n'a pas franchi la ligne qu'il aurait perdue, qu'il ne s'est pas agenouillé devant le mépris, qu'il n'a pas imploré l'amour comme s'il s'agissait d'une faveur. Personne ne t'apprend à maintenir la dignité quand tout te pousse à la lâcher. Tu as appris, à force de chute, de t'être donné sans limite, de t'être vu supplier pour des miettes émotionnelles. Tu as appris quand tu t'es rendu compte que, bien que parler puisse te donner une réponse, cela pouvait aussi te briser un peu plus. Tu as appris que tout ce qui se ressent n'a pas besoin d'être dit, que tout ce qui se pense ne doit pas être partagé. Parce qu'au final, la paix que tu cherches ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ne pas avoir franchi la ligne que ta conscience te demandait de respecter. Peut-être qu'on ne te remerciera jamais pour ce silence. Peut-être qu'on ne comprendra jamais pourquoi tu es parti sans fermer la porte avec des mots. Mais tu sais, et cela suffit, parce que ta dignité ne vit pas dans les yeux des autres, elle vit dans ta cohérence. Elle vit dans le fait de savoir que, bien que tu souffrais, bien que tu aurais pu te rabaisser pour ne pas perdre quelqu'un, tu as choisi de ne pas le faire. Et cela, bien que cela t'ait laissé seul pendant un moment, t'a laissé entier. Être fidèle à ta dignité, c'est marcher en silence, mais avec le dos droit. C'est savoir que même si tu n'as pas obtenu ce que tu espérais, tu ne t'es pas perdu en essayant. C'est comprendre que celui qui ne voit pas ta valeur en ta présence ne la verra pas non plus si tu lui expliques.
et que celui qui la comprend vraiment n'aura pas besoin que tu la démontres. Reste fidèle. 7. Ne demande pas de réciprocité, observe si elle existe. Tout ce qui est forcé perd son authenticité. Tout comme une fleur ne s'ouvre pas parce que tu lui cries dessus, l'affection ne naît pas parce que tu la mendis. La réciprocité ne se demande pas, elle se révèle d'elle-même. C'est un geste silencieux, une présence constante, une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et si tu dois rappeler à quelqu'un de te valoriser, alors tu participes déjà à un lien déséquilibré où ton engagement n'est pas réciproque, mais simplement exploité. Le besoin de réciprocité apparaît lorsque tu sens que tout le poids de la relation repose sur toi. Lorsque tu es toujours celui qui initie, qui soutient, qui insiste, qui prend soin sans être soigné. Dans ces moments, la tentation d'exiger, de réclamer, de demander pourquoi l'autre ne fait pas la même chose est énorme. Mais c'est là que tu as besoin de freiner, non pas pour te punir ou pour punir l'autre, mais pour observer clairement si ce que tu donnes est rendu avec la même intention, même si ce n'est pas sous la même forme. Parce qu'il ne s'agit pas de quantité, il s'agit de présence émotionnelle. Exiger de la réciprocité ne crée pas de connexion, cela crée de la pression. Parce que l'affection qui naît de la peur de te perdre n'est pas réelle, c'est une réaction. Et tu n'as pas besoin d'une réaction, tu as besoin d'une décision. Une personne qui est là parce qu'elle le veut, pas parce que tu l'as poussée. Une présence volontaire, non conditionnée. Et pour savoir si cela existe, tu n'as qu'à faire une pause. Regarder, écouter le silence. Voir si ton absence fait écho ou si elle passe simplement inaperçue. Celui qui observe calmement découvre plus que celui qui interroge avec anxiété. Il découvre si l'autre prend aussi soin. Écoute aussi, reste aussi quand il n'y a rien à recevoir. Parce que c'est ça la réciprocité. Ce n'est pas qu'on te donne exactement la même chose, mais qu'il existe une volonté de construire des deux côtés. Et si elle n'existe pas, ton silence sera la réponse la plus honnête que tu puisses offrir. Non pas pour provoquer de la culpabilité, mais pour protéger ton équilibre. Tu ne peux pas grandir sur une terre qui ne te soutient pas. Et si tu te justifies constamment pour ressentir trop, pour attendre le minimum, pour vouloir être traité avec respect, alors ce qui manque n'est pas la patience, c'est la dignité. Arrêter de demander et commencer à observer change tout. Cela change ce que tu permets, cela change ce que tu choisis, cela change la façon dont tu te positionnes face aux autres. Parce que tu comprends que tu n'es pas fait pour insister éternellement, mais pour partager à partir de l'égalité. Ne t'habitue pas à ce que toute l'affection soit unilatérale. Ne justifie pas ce qui n'est pas réciproque simplement parce que tu as peur de te retrouver seul. La solitude qui fait mal n'est pas celle d'être sans quelqu'un, c'est celle d'être accompagné et de se sentir encore invisible. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un de ta valeur. Celui qui la voit en prend soin, celui qui la comprend le démontre, celui qui la ressent l'exprime sans qu'on le lui demande. Et si cela ne se produit pas, n'essaie pas de le corriger avec plus de dévouement. Garde tes mots, garde ton effort, garde ton énergie pour là où elle peut grandir, parce que tu mérites aussi de te sentir choisi sans avoir à le demander. Tu mérites aussi que quelqu'un traverse le pont vers toi, sans que tu sois toujours celui qui le construit. Et si ce geste n'arrive jamais, alors son absence est la plus grande preuve que cet endroit n'était pas ton endroit. 8. Choisis la paix même si on te traite d'insensible. Quand une tempête menace de tout détruire, tu ne cours pas pour expliquer au ciel pourquoi tu quittes le champ. Tu marches simplement, même si tu es mouillé, même si on te traite de lâche pour ne pas rester à résister. C'est ainsi que fonctionne la paix quand tu n'es plus disposé à soutenir ce qui te brise. Elle ne se défend pas, elle ne se justifie pas, elle se choisit, même si on te traite de froid. Même s'ils ne comprennent pas ton silence, même s'ils essaient de te faire te sentir coupable, de te prioriser. Beaucoup confondent sensibilité et faiblesse. Ils pensent qu'être une bonne personne, c'est tout supporter. Que l'amour, c'est supporter les humiliations. Que l'empathie, c'est se perdre pour que l'autre ne se sente pas mal. Mais ce n'est pas de la sensibilité, c'est de l'abandon de soi.
Le monde est plein de personnes qui confondent fermeté et dureté, et distance et froideur. Tu n'as pas besoin de t'expliquer devant eux. Tu n'as pas besoin de convaincre personne que ta décision de t'éloigner, de te taire, de ne pas insister, est née du respect pour toi, pas du mépris pour les autres. Choisir la paix au lieu du chaos que tu connais déjà n'est pas de l'insensibilité, c'est de la maturité émotionnelle. C'est apprendre à te mettre en premier sans devenir un mur. C'est te retirer des batailles internes que tu ne vas plus gagner, parce que le prix est toujours le même, ta santé mentale. Chaque fois que quelqu'un t'accuse d'avoir changé parce que tu ne tolères plus ce que tu supportais avant, il révèle en réalité qu'il profitait de ton ancien silence. Et ce silence n'est plus le tien. Maintenant, tu l'utilises comme un bouclier, pas comme une soumission. Le chemin vers la paix n'est pas confortable. Il nécessite de perdre des liens, de s'éloigner de ceux qui n'ont pas su comprendre ton processus, d'accepter que tu ne seras pas bien interprété par tous. Mais il te donne aussi quelque chose qu'aucune validation externe ne peut te donner, la liberté intérieure. Quand tu arrêtes de chercher la compréhension chez ceux qui ne t'offraient que des conflits, tu commences à respirer différemment. Il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas d'urgence à prouver quoi que ce soit. Il ne reste que la tranquillité de t'avoir écouté, d'avoir choisi ce dont tu avais besoin, pas ce qu'on te demandait. Ta paix n'est pas négociable. Ne la mets pas entre les mains de ceux qui ne savent pas en prendre soin. Ne la sacrifie pas pour une conversation que tu as déjà eue 1000 fois. Ne la donne pas pour une réponse qui ne fait qu'alimenter ta dépendance émotionnelle. S'ils vont t'appeler insensible pour t'avoir choisi, qu'ils le fassent. S'ils vont dire que tu t'es éloigné sans prévenir, qu'ils le disent. Parce que celui qui te connaît vraiment sait que tu n'es pas parti par orgueil, mais par respect. Que tu n'as pas gardé le silence par mépris, mais par souci. Que tu n'as pas lâché par caprice, mais par amour-propre. Le silence n'est pas de la froideur quand il naît de la paix. C'est de la fermeté. C'est la voix intérieure qui te murmure que tu as tout compris, que tu n'as pas besoin de plus de preuves, que tu ne vas pas répéter le cycle juste pour plaire à celui qui n'a jamais su t'apprécier. Ton silence ne punit pas. Ton silence te protège. Et si cela dérange, c'est le signe que tu es en train de fixer une limite. La limite que tu avais du mal à maintenir, mais qui est maintenant ta frontière sacrée. Cette vidéo n'était pas pour que tu arrêtes de parler à quelqu'un, c'était pour que tu commences à t'écouter, pour que tu comprennes que le silence dit aussi « je me respecte », que se retirer n'est pas de la vengeance, c'est de la sagesse, que ne pas répondre n'est pas de l'indifférence, c'est de l'auto-soin. Et que lorsque tu arrêtes de chercher la validation externe, tu commences à être vraiment libre. À celui qui est dérangé par ton calme, qu'il le règle avec lui-même.